voilà un discours viril qui fait du bien. Ce qui va me permettre, moi, d'aborder le sujet, le même sujet par d'autres voies, parce que je pense qu'on parle bien ici de convergence. Et il faut bien comprendre que seule l'union peut faire la force et qu'il y a tellement de questions essentielles et l'ennemi est tellement puissant que nous devons penser au but et parfois, disons, laisser de côté, non pas les différences, mais les chemins parfois différents pour accéder au même constat. Hein. Moi, je ne viens pas du catholicisme, mais je suis qu'un catholique culturel. Mais comme Maurras, je pense aujourd'hui effectivement que redécouvrir ces valeurs peut être une arme de combat et que ce n'est pas du tout une démarche rétrograde. Hein. C'est une démarche que je qualifierais de dialectique. Et comme je suis quelqu'un qui a été formé à la dialectique, je vais essayer d'aborder ce sujet du réenracinement d'une manière un peu différente. Je commencerai par une vision très simple, que tout le monde a en tête. C'est un film magnifique qui s'appelle, dans sa production hollywoodienne, Les 7 mercenaires, et qui est la version américaine des 7 samouraïs. Je crois que dans ce film, il y a à peu près toute la problématique contemporaine et éternelle. Vous avez des producteurs sédentaires qui sont agressés et volés par des nomades prédateurs. Ce qui permet de comprendre quelque chose de fondamental, c'est que pour produire, il faut être fixé. On ne peut pas produire en mouvement. Et quand je dis produire, c'est pas travailler, c'est produire. Hein. Et ce qui nous amène, pour commencer par les fondamentaux, à ce que Dumézil appelle la société traditionnelle tripartite, à savoir que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des producteurs, c'est-à-dire des laboratores qui sont des agriculteurs, qui produisent de quoi nourrir le reste de la société. Il faut qu'il y ait des bellatores, c'est-à-dire des guerriers pour les défendre. Hein. Et il faut qu'il y ait des oratores, c'est-à-dire des prêtres, pour s'occuper de leur vie spirituelle, de leur culture, et aussi des à côté, comme l'éducation des enfants et la médecine. C'est la structure traditionnelle de la société de Dumézil. Hein, voilà. Et immédiatement, le corollaire de ce constat, qui décrit le village mexicain attaqué par les méchants dans les 7 mercenaires, on comprend une chose, c'est qu'une société de nomades est forcément, dans un premier temps, prédatrice, car le mouvement ne permet pas l'agriculture, tout simplement, et ne permet pas la catégorie du laboratores. Ce qui veut dire que dans une société nomade, on peut avoir le bellatores, le guerrier, et l'oratores, le prêtre, mais le travail du laboratores, il faut aller le voler ailleurs. Et c'est l'idée, effectivement, de ce rapport constant dans l'histoire entre des producteurs sédentaires qui sont enracinés et qui vivent de leur production, avec cet équilibre tripartite, et malheureusement, les attaques qu'ils subissent souvent de sociétés prédatrices qui, étant en mouvement, ne peuvent pas produire et volent leur production. Hein. Vous pouvez regarder que dans l'histoire du monde, c'est à peu près souvent ce qui se passe. Hein. Voilà. Et ça met déjà en accusation la question du nomadisme. Hein. Celui qui est en mouvement ne peut pas produire. Hein. Donc il faut qu'il se débrouille autrement, je dirais, pour consommer la production de quelqu'un d'autre. Et si je fais un saut dans l'histoire, je remarque que rapidement, la question du nomade prédateur peut se transformer en nomade parasite, c'est-à-dire quelque chose de fondamental pour comprendre ce qui a permis dans l'histoire à la société traditionnelle équilibrée tripartite de passer de cette société à la société qui est la nôtre aujourd'hui. Et cette mutation fondamentale, c'est cette question du nomade parasite qu'on appelle l'intermédiaire. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est l'histoire des Phéniciens, c'est l'histoire des Juifs, on a quelqu'un qui ne produit rien, qui n'est ni un producteur, ni un prêtre, ni un guerrier, mais qui fait l'intermédiaire entre les producteurs, car il a compris effectivement qu'on pouvait dynamiser la production par l'échange. En général, c'est un commerçant itinérant qui commande une production à un producteur qui, par exemple des poteries, et qui dit que lui va pouvoir les échanger plus loin à quelqu'un qui produit, par exemple, des céréales. Et il fait l'intermédiaire. Là, je reprends une articulation qui est déjà dans mon livre « Comprendre l'Empire », mais qui est fondamentale, que je reprends d'un grand anthropologue australien qui s'appelle Vire Gordon-Childe, et qui rejoint le travail de ce qu'on appelle les paléo-anthropologues. C'est pour changer un peu l'approche. Hein. Et on a cette figure de l'intermédiaire, qui n'est donc ni un guerrier, ni un prêtre, ni un travailleur, mais qui devient progressivement le maître de l'échange. Parce que c'est celui qui est en intermédiaire décide finalement, notamment, de ce que doivent faire les producteurs, et rapidement on voit que par le principe de l'échange qui entraîne le problème de l'argent, il devient le maître de l'échange. Et il est ce qu'on appelle la figure d'abord du commerçant.
Et étant commerçant et maître de l'échange, il devient celui qui détient l'argent. Et rapidement, en détenant l'argent, cet argent, il le fait travailler et il devient le prêteur d'argent. Et c'est l'émergence d'une figure fondamentale dans l'histoire qui s'appelle le banquier. Et ce banquier est celui qui détruit la société tripartite traditionnelle, parce que par le pouvoir de l'argent, de la corruption, il devient le maître et du prêtre, et du guerrier, et du travailleur. Et c'est comme ça qu'on passe de la société traditionnelle à la société qui ressemble à la nôtre. On n'est qu'au début du processus, où au départ, ce banquier prête pour des investissements qui peuvent être productifs, mais rapidement, on est dans une logique d'usure, puisqu'il doit y avoir l'intérêt du prêt, et cette logique d'usure, non seulement détruit progressivement la société tripartite, mais génère une fuite en avant. C'est-à-dire qu'il faut en permanence trouver à investir ce prêt pour qu'il y ait un surcroît de production pour produire la rente du capital. Et c'est d'ailleurs au moment où ce système de prêt à intérêt se met en place de manière systématique, ce qu'on appelle la période pré-capitaliste, c'est le XIIe, XIIIe siècle en France, qu'on commence en Europe, qu'on commence à sortir de la société chrétienne, sur laquelle je reviendrai après, pour rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui, comme par hasard, la Renaissance, qui est en fait le décollage du capitalisme et de la domination du pouvoir de l'argent et des banquiers sur le reste de la société. Et c'est fondamental de comprendre que nous sommes aujourd'hui, en réalité, au bout de ce processus. Car avec la destruction, avec la prise du pouvoir du commerçant devenu banquier, et la destruction et la soumission par la corruption et du prince guerrier et du prêtre, on n'a plus de bornes morales et de bornes, je dirais même physiques et guerrières, à la marche en avant et à la toute-puissance du banquier, ce qui produit une accélération de l'histoire qui, si vous réfléchissez bien, vous amène d'une société traditionnelle qui était la royauté française par exemple, à la République, dont j'ai bien expliqué la République et la démocratie, que j'appelle moi démocratie de marché et d'opinion, qui est en fait, derrière le masque de l'égalité citoyenne, le pouvoir de l'argent. Nous sommes aujourd'hui exactement dans cette société du pouvoir de l'argent, qui n'a plus comme borne ni le pouvoir militaire, qui pourrait contrebalancer le pouvoir des banquiers, ni la borne morale, qui était le pouvoir des prêtres avec la morale traditionnelle, ces prêtres ayant été remplacés dans le processus bourgeois par ce qu'on appelle les intellectuels, ce qui n'est pas du tout la même fonction. Voilà. Et là, nous sommes dans une analyse, je dirais, d'un processus historique. Et dans cette accélération de la logique du capital et cette fuite en avant, qui est une fuite en avant aussi technicienne, car la technique couplée au profit produit une accélération vertigineuse, puisque la technique devient un moyen d'optimiser le profit. C'est cette logique technologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tous les 3 mois on a un nouveau logiciel imposé ou une mise à jour de nos smartphones pour justifier effectivement un capital qui doit rouler sur lui-même en permanence. Nous arrivons à cette société dont tu as parlé d'une autre manière, qui est la société de la déréglementation, de la dérégulation et des délocalisations. C'est là où nous sommes maintenant. Et cette société du mouvement permanent rendu obligatoire par la logique du profit produit ce qu'on appelle des névroses sociales, que je vais maintenant essayer d'aborder brièvement. On passe d'abord d'une société, d'une division sociale locale du travail qui était la société française, qu'on voit encore jusque dans les années 60, avec le patron local, les employés locaux, à ce qu'on appelle la mondialisation des rapports sociaux. C'est-à-dire, en fait, que les rapports sociaux d'un pays sont projetés dans le monde entier. Ce qui produit des effets mécaniques évidents, c'est qu'on a la richesse dans le même pays du plus riche des Américains, avec le plus pauvre des Bengalis. C'est exactement la transformation d'une société de moyenne bourgeoisie française des années 60, où l'écart salarial était de 1 pour 20, où aujourd'hui, on a entre les grands patrons du CAC 40 et le précarisé total, des échelles de 1 pour plusieurs milliers. Voyez. Donc là, il faut comprendre que ce processus qui démarre par la domination de l'argent et du prêt amène à des choses qui sont des modifications, je dirais, sociales et anthropologiques fondamentales, notamment comme à travers la division mondiale du travail, le nomadisme obligatoire. Il y a les nomades riches, ce que nous sommes ici tous, qui pouvons aller où nous voulons pour le travail ou pour le plaisir, et qui voyons le monde libre. Il y aura les nomades de la misère, qui sont les 4 milliards de gens qui vont être obligés de bouger pour pouvoir simplement survivre.
Hein. Et là, nous retombons sur notre question du nomadisme dans ses formes. Il y a le nomadisme, je dirais, parasitaire, qui est le nomadisme de l'hyperclasse, dont parle aussi très bien M. Attali. C'est-à-dire ces gens qui ne sont de nulle part et de partout, et qui par la rente bancaire, qui est quelque chose d'immatériel, sont les maîtres partout où ils veulent. Et qui, de l'autre côté, par contre, nous avons la précarisation généralisée du travailleur, qui, lui, doit être nomade au sens de disponible partout dans le temps et dans l'espace, pour, selon les desiderata du maître de la production, qui est le banquier de l'hyperclasse nomade. Hein. Et cette violence sociale de la France aujourd'hui produit un tel déséquilibre et une telle souffrance et une telle colère de la part des nomades du bas, que les nomades du haut sont obligés de régler la question qui est la question de leur mise en danger. Car progressivement, ils sont identifiés, non pas comme des bienfaiteurs ou des gestionnaires ou des élites légitimes, mais comme des prédateurs et comme des agents de souffrance et de déséquilibre. Et c'est là qu'on arrive, par cette lecture historique d'étapes successives, à la question aujourd'hui très importante, notamment par exemple du choc de civilisation. Nous avons aujourd'hui une bande de prédateurs nomades apatrides qui ont très peur d'un sursaut de colère et d'un sursaut qui passerait par une organisation sociale solidaire des victimes de cette hyperclasse. Et qu'ont-ils inventé récemment pour tout ça? Le choc de civilisation. Pousser les précaires natifs, les précaires de souche, contre les précaires immigrés. Car en réalité, aujourd'hui, nous sommes tous des précaires plus ou moins virtuellement. Hein. Et ça s'appelle le choc des civilisations, qui illustre très bien aujourd'hui un salopard de premier ordre comme M. Éric Zemmour, qui fait semblant d'être un patriote et d'aimer soi-disant la France, et qui en fait pousse à la guerre civile entre pauvres, hein, bien horizontale, entre gens qui sont au contact, c'est-à-dire petits Français obligés de vivre encore dans des zones un peu difficiles parce qu'ils ont peu de pouvoir d'achat, qui sont les banlieues ou les zones périurbaines, face aux immigrés qui, comme on l'a bien expliqué, ont été pendant ce temps totalement abrutis par l'idéologie antiraciste, totalement manipulés par les élites qui sont d'ailleurs, quand on regarde, de la même communauté, hein, pour pousser à s'attaquer entre eux, pour ne pas prendre conscience que la seule manière de se défendre de cette violence qui vient du haut serait d'avoir une vision solidaire, qui peut d'ailleurs être une vision qui passe par une alliance objective de combat, ou aussi par des autres stratégies qui peuvent venir ensuite, comme des idées de remigration, par exemple, qui effectivement, toutes ces idées sont sur la table. I advised the Muslims of France to make hijrah back to their native countries because of the intense hostility to Islam and the numerous acts of false flag terrorism which were taking place in France and which were blamed on Muslims. It was war on Islam. When that war on Islam reaches a stage where a woman cannot go out on the street covered with her head, it's time to pack up and move. Et comme par hasard, quand on voit qui alimente notamment l'abrutissement idéologique qui empêche cette solidarité, on voit notamment que M. Soros, effectivement, est de tous les côtés pour financer ça, avec son argent de prédateur bancaire. On voit bien qu'à chaque fois, tout est cohérent. Hein. On a vu récemment, notamment, la manière dont il finance aux États-Unis et aussi en France avec l'affaire Adam Traoré, ce qu'il a, son espèce de truc qui s'appelle Live Black Matter, ou je sais pas quoi, qui est de pousser à la violence entre les Noirs et les Blancs. We vote Trump, damn it! You voted Trump! You voted Trump! Oh, we yeah! Yeah, you voted Trump! She been so On a vraiment aujourd'hui Zemmour qui travaille à la violence entre les Français de souche supposés catholiques, même s'ils ne pratiquent plus, et les musulmans, diabolisés à l'extrême depuis quelques semaines. Et de l'autre côté, un combat qui consiste à pousser les Noirs à attaquer les Blancs comme si les Blancs étaient les responsables de toutes leurs souffrances, alors qu'effectivement, des Blancs sont responsables de leurs souffrances, mais ils ne sont pas que Blancs. Vous voyez, Attali n'est pas que Blanc, M. Soros n'est pas que Blanc. Vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif, et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela. Ça a été tiré de son contexte. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée des institutions représentatives juives voilà, en France. Face à un public en majorité juive qui exprimait leur anxiété face aux révoltes du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation dramatique où effectivement il y a un projet d'une hyperclasse mondiale qui gère un troupeau de gens qu'ils abrutissent par tous les moyens et qu'ils poussent à ne pas pouvoir se solidariser dans une lutte intelligente et qui pense effectivement comme ça, sur le modèle d'Israël d'ailleurs, pouvoir gérer exactement le monde entier comme Israël. Il faut bien comprendre que la question palestinienne est pour moi centrale, car si demain nous ne réagissons pas de façon solidaire et intelligente au projet mondialiste, demain nous serons tous des Palestiniens. Parce que ce que Zemmour oublie de préciser, c'est que les Palestiniens, c'est nous. Hein, c'est les deux souches, c'est ceux à qui on a volé le pays et qu'on a humilié et qu'on colonise jour après jour. Hein. Et je parlais au début de la notion de travail et la notion de production. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qu'on appelle de services, à cause de la mondialisation et de la délocalisation, où on produit de moins en moins, c'est-à-dire il y a de moins en moins de secteurs primaires et secondaires, et on est pratiquement dans des métiers de service. S'il n'y a plus de production primaire et secondaire en France, c'est pas parce qu'on n'en a plus besoin, c'est parce que c'est fait ailleurs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail n'est pas forcément la production. Dans nos sociétés d'hypertrophie du secteur tertiaire, beaucoup de gens travaillent, mais très peu de gens produisent, en réalité. Et ça produit, et il faut en avoir conscience, et aussi de ce que ça génère d'un point de vue, je dirais, anthropologique. L'homme est ce qu'on appelle l'homo faber, il a besoin de produire quelque chose. Un tailleur de pierre est quelqu'un qui est rarement névrosé, vous voyez. Généralement on dessine, on fait les gabarits à partir du plan, et après on prend un bloc et on se lance sur la taille de pierre. Ça, on va s'en servir pour faire les créneaux du château. Ça va être un gros pavé tout simple en fait, d'équerre. On commence avec la chasse, on dégrossit les blocs, je peux vous montrer. Comme ça. Voilà. Un tailleur de pierre est quelqu'un qui est rarement névrosé, vous voyez, quelqu'un qui fait quelque chose est rarement névrosé. Mais nous sommes aujourd'hui pratiquement tous ici contraints de des employés de bureau qui ne produisent en réalité rien. Hein, et ça produit une vision du monde totalement dévirilisée, ce qui est fondamental, totalement indifférenciée et totalement insatisfaisante forcément. Parce que quand vous avez passé la journée sur un ordinateur à faire un travail qui ne produit strictement rien de satisfaisant et qui ne produit en réalité rien, vous êtes un dépressif social fondamental. Et en plus d'être quelqu'un d'émasculé, un dévirilisé. Et c'est ce que veut évidemment ce nouvel ordre mondial, parce que ça correspond aussi à la vision de l'hyperclasse financière. Vous voyez, en fait, la production est délocalisée dans le tiers-monde de gens qui ne peuvent pas lutter, ne peuvent pas se défendre et qui coûtent pas cher. Et nous, on est des sociétés intégralement de services. Hein. Et forcément, c'est des sociétés où il y a un secteur tertiaire ultra dominant de gens qui ne sont que des métiers de service, qui ne produisent rien, et indifférenciés, féminisés et dévirilisés, produit une société qui ressemble à la nôtre, où on a François Hollande comme président. On n'a pratiquement plus que des représentants politiques d'1m65 et qui sont très souvent homosexuels. Hein. C'est une réalité. Et on a des commentateurs sportifs comme Bernard Montel, vous voyez. On a toujours tendance à avoir en moi l'aboyeur de service. Et en réalité, j'aboie, certes, mais pas toujours. Il y a des moments où je sais me poser, écouter les autres, les aimer, les étreindre. C'est-à-dire des gens qui sont l'incarnation même du cancer des droits de l'homme, c'est-à-dire avec quelque part cette idée que la France a inventé les droits de l'homme et qu'elle est en train d'en crever, hein, c'est-à-dire une vision totalement irréaliste et dévirilisée du monde. Hein, et c'est là où nos analyses et nos projets se rejoignent. Alors évidemment, quand on voit cette société du tertiaire généralisé, dévirilisée, qui induit aussi l'idée de monde dans les villes, effectivement, parce que des sociétés de tertiaire dominant sont essentiellement des sociétés urbaines. Et là, je reviens très loin du catholicisme traditionnel à l'analyse que fait Jean-Jacques Rousseau des villes. Ce sont des lieux, effectivement, essentiellement de perversion, de corruption. Donc il y a cette idée, plus on est dans des sociétés de tertiaire et de ville, plus il est difficile d'avoir une vie saine et une vie morale et une vie avec des gens équilibrés. Alors évidemment, on pense tous, ça fait des années qu'on le dit, heureusement la France est un grand pays plein de campagnes un peu abandonnées.
Donc on pourrait, en allant à la campagne, redécouvrir la production réelle, redécouvrir l'échelle humaine réelle, tout ce dont tu parlais. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment de très inquiétant? Il s'est passé Calais. On a fait venir de manière très étrange, par M. Soros toujours, des gens qu'on nous présente comme fuyant la guerre, mais qui viennent seuls, sans leurs femmes et leurs enfants, et qui sont des types de 20 ans, en âge de prédation sexuelle et de prédation tout court, maximum. Ils sont venus parce qu'on les a fait venir. On prétend que c'est des Syriens, c'est faux. C'est très souvent des Soudanais, des Érythréens, des Afghans. Hein. Et ce sont évidemment des prédateurs nomades au sens le plus primitif dont je vous parlais au début. Et qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? C'est ma dernière réflexion récente, parce que je pense que nous, on comprend les choses, mais que l'ennemi, c'est une partie d'échec. Hein. Dès qu'on essaie d'avancer un pion, ils en avancent un autre. On en a stocké 10 000 à Calais. Et maintenant, comme c'est insupportable, on nous dit qu'on va régler la question. Comment? En les répartissant dans les villages de France. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que là où on pourrait se sauver demain, et là où on pourrait reconstruire une société saine, on nous colle dans des villages où il ne reste plus que 160 personnes, souvent en âge avancé, 45 migrants qui ne travailleront jamais. Pexonne, une commune rurale de 380 habitants et un taux de chômage avoisinant les 20%. C'est pourtant ici qu'une cinquantaine de migrants éliront bientôt domicile, une décision pas franchement du goût de la population. 45 migrants qui ne travailleront jamais, qui n'ont que pour projet de vivre sur le dos de la société, qui ne savent rien faire, et à qui M. Soros et les réseaux trotskistes, comme ceux du fils Glucksmann, ont appris que la France était un pays de cocagne, un pays de racistes, un pays à punir, et qu'ils avaient le droit à toutes les prédations, hein, ce qui peut donner les situations allemandes en ce moment. Alors c'est à la fois la preuve que la situation est dramatique, parce que l'ennemi anticipe pour que nous n'ayons aucun endroit où pouvoir reconstruire quelque chose. Mais c'est aussi, dialectiquement, le moment d'une prise de conscience, car personne ici ne peut croire que ces migrations se passent de façon naturelle, qu'elles correspondent à ce que les médias nous disent, que les politiques font quelque chose de sérieux pour lutter contre, et qu'il y a derrière un projet généreux ou compatible avec les droits de l'homme. Nous savons qu'il y a des fondations internationales avec différents prête-noms derrière. Alors il faut en citer une quand même, c'est apparemment la Banque Rothschild qui finance un certain nombre de fondations, mais il y a des fondations écrans et qui assument le financement de ces migrations. Donc on voit bien qu'il y a aussi une conspiration pour casser la matrice ethno-historique, ethno-culturelle, ethno-confessionnelle, pas seulement de la France, mais de l'Europe ou de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas assez payé, elle doit encore payer. Donc pour diluer les peuples européens, en faire une sorte de vaste et absolu melting pot, c'est-à-dire faire la mondialisation au niveau de l'Europe, un vaste marché constitué d'atomes humains qui seront tous d'ailleurs plus ou moins en guerre contre eux-mêmes, puisqu'à un moment donné, cette utopie, je peux qualifier cette utopie de messianique, cette utopie messianique rencontrera le mur du réel et à ce moment-là, elle volera en éclats. C'est vraiment une stratégie du chaos qui pousse encore plus loin la stratégie du chaos entre riches et pauvres, enfin non pas entre riches et pauvres, je veux dire entre blancs et noirs, entre musulmans et pseudo-chrétiens. Et c'est, au-delà de ça, le désir de chaos total, tout simplement pourquoi? Pour qu'aucun sursaut ne soit possible. On empêche les victimes du mondialisme de s'unir pour avoir une lutte cohérente en les poussant noir contre blanc, blanc contre noir, musulmans contre chrétiens. Et au cas où certains pourraient avoir l'idée de reconstruire quelque chose à la campagne, on va leur coller partout demain des contingents de migrants qui sont des mâles de 20 ans qu'on a amenés là pour générer le chaos. Et le scandale s'amplifie en Allemagne après les multiples agressions sexuelles de clandestins au réveillon. Une semaine après les faits, on en sait davantage sur ce qu'il s'est passé dans plusieurs grandes villes d'outre-Rhin. Les médias allemands viennent en effet de révéler d'autres cas d'agressions sexuelles à Bielefeld, Düsseldorf, Francfort, Stuttgart ou encore Hambourg. Les témoignages des victimes se succèdent et laissent place à des propos terrifiants. Une jeune femme raconte même avoir crié au secours lors de son attaque et rapporte que ses agresseurs se moquaient d'elle en poursuivant leurs actes. Des contingents de migrants qui sont des mâles de 20 ans qu'on a amenés là pour générer le chaos. Et qui sont, on va le reconnaître aussi, des victimes, bien évidemment, du système. Mais il ne suffit pas de dire ça pour que ça s'arrange, vous voyez. Et on voit aujourd'hui que la préfecture impose à des maires de petits villages et d'endroits où il y a déjà beaucoup de précarité, c'est-à-dire des endroits de petites gens, hein, pas à Neuilly, dans les beaux quartiers, les préfets arrivent en leur disant voilà, vous devez accepter 45 Érythréens ou soi-disant, ou je sais pas quoi, ou Soudanais,
et on voit les gens en colère, et le maire dit « je ne peux rien faire, c'est une volonté du préfet ». On voit que le préfet en général arrive, c'est un franc-mac avec un uniforme, avec une gueule de traître à tout ce qui est possible d'imaginer, et un type pour présenter les choses, on prend un pauvre Africain avec une ceinture Hermès pour faire passer la pilule, pour bien pousser à la haine raciale contre les non-responsables. Parce que j'insiste là-dessus, la colère ne doit pas se tromper d'objectif. C'est pour ça que Zemmour était quelqu'un de très dangereux en ce moment, parce que moi, tout ce que dit Zemmour, je suis d'accord avec lui. Si vous voulez, nous avons aujourd'hui de nombreux territoires qui ne sont plus en France. C'est-à-dire que nous avons de nombreuses banlieues qui ne vivent plus. Qui sont colonisées, en quelque sorte. Pour moi, alors c'est ce que j'explique dans le livre, pour moi, un étranger ou un immigré qui s'assimile au mode de vie français, eh ben, il devient un Français. En revanche, quand un étranger, et quand ils sont nombreux, vivent sur le territoire français et non seulement refusent de vivre comme les Français, mais imposent leur mode de vie qu'ils avaient au pays, pour moi, ça s'appelle des colonisateurs. Parce que moi, tout ce que dit Zemmour, je suis d'accord avec lui. Moi, ce qui me gêne, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Et ce qu'il ne dit pas, c'est tout ce qui fait la différence. Qui a organisé ce chaos? Qui a fait venir les immigrés? On a vu au mois de juillet, au mois d'août, ces salles remplies de malheureux travailleurs étrangers qui attendaient avec impatience de pouvoir prendre un avion. On leur avait vendu des billets qui n'étaient pas valables le jour où on leur avait vendu plus. Mais hélas, dans certaines agences de voyage, un accueil désagréable où leur racisme sortait de tous les côtés. Donc, saisi de ces problèmes, j'ai pensé qu'il fallait tenter d'organiser les voyages des travailleurs migrants. L'immigration a toujours été une chance pour la France, que la France est construite par des immigrations successives. D'ailleurs, la France ne porte pas le nom d'un peuple originaire de France, mais d'un peuple originaire d'Allemagne, ça ne s'appelle pas la Gaule. Que la France s'est nourrie de ces immigrations successives, qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre le nombre de gens qui rentrent et le nombre de gens qui sortent. D'ailleurs, la France a un équilibre aujourd'hui tel que l'immigration nette en France n'est que de 40 000 par an, contre 400 000 en Allemagne. Donc qui redore le blason de l'immigration en quelque sorte? Oui, et plus encore, qu'on soit même plus proactif et qu'on aille chercher des talents de toute nature, pas seulement des diplômes, des talents de toute nature à travers le monde pour les faire venir en France. Le discours de Harlem Désir, vous l'avez entendu, ni droite ni gauche, tous contre le racisme, tous unis pour la France multicolore. Bernard-Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement. Il y a eu quelques problèmes du point de vue de qui? Du point de vue d'autres personnalités qui n'étaient pas juives et qui vous ont reproché d'être trop présentes, oui. Enfin de reprocher aux personnalités juives d'être trop présentes. Est-ce que vous croyez qu'il fallait insister là-dessus? Qui a organisé ce chaos? Qui a fait venir les immigrés? Qui les a empêchés de s'assimiler? Qui leur a dit de détester la France? Qui leur a dit qu'ils avaient tous les droits? Qui après a commencé à retourner les alliances et à dire que finalement ces chances pour la France devenaient des dangereux islamistes potentiels? Qui a intérêt au chaos islamique mondial? Qui a théorisé la montée de l'islamisme comme nécessité impériale après la chute de l'URSS? Les néoconservateurs américains, qui sont tous d'anciens trotskistes devenus des impérialistes américains. Il suffit de regarder les noms, c'est vérifiable de A à Z. Donc moi je suis d'accord aujourd'hui avec Zemmour qu'il y a un problème d'islam en France, et notamment dans les zones de pauvres, etc., que c'est un peu pénible, etc. Et je suis d'accord aussi pour dire que la France est un pays chrétien et qu'il doit le rester. Mais je ferai remarquer que Zemmour est totalement illégitime pour dire ça. Zemmour n'est pas chrétien. Et il n'a pas l'intention de se convertir, que je sache. Hein. Vous prétendez être un juif assimilé, intégré, etc. Pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme, en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? Le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus justement comment vous dire, le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la nation française est justement déchristianisée. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là vraiment ça m'intéresse pas. Donc comment se fait-il que c'est lui qui montre les musulmans du doigt et qui nous dise que c'est qu'un bon Français? Je parlais au début du rôle néfaste de l'intermédiaire, le maître de l'échange, celui qui se met toujours entre nous deux pour manipuler les deux et foutre sa merde. On a un vrai problème en France avec les intermédiaires. Il faut que nous nous passions des intermédiaires au sens le plus absolu du terme. Ce n'est pas à Zemmour de nous dire comment on doit régler le problème avec les musulmans. Et comme par hasard, sa solution, comme par hasard, Gaza, Israël arrive derrière. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que
comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment. Moi, je pense qu'il y a un problème avec les banlieues, mais à la méthode corse serait amplement suffisante. Affirmer un peu de virilité, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ces gens nous respecteraient beaucoup plus, et je le sais, parce que ça fait des années que je suis sur le terrain, si on était simplement un peu moins Bernard Montel, un peu moins SOS racisme, et un peu plus simplement français. En réalité, quand les gens limitent les intermédiaires et les manipulateurs, ça se passe plutôt bien. Et en fait, il y a des solutions à trouver d'urgence, mais si on veut que ça marche, il faut surtout se passer des gens qui sont des pompiers pyromanes, qui prétendent régler le problème qu'ils ont créé de A à Z, et dont l'objectif, comme vous l'avez remarqué, n'est pas la France, n'est même pas de chasser les musulmans de France. C'est que la France s'aligne sur Israël, c'est qu'un identifie le problème au problème israélien pour que nous nous soumettions au sionisme, et deuxièmement, ce qui est proposé aux musulmans, j'ai bien compris, c'est pas qu'ils partent, on leur dit il faut choisir entre être français et musulman. Ça veut dire renoncer à votre religion, renoncer à croire en Dieu, devenez des consommateurs décadents, comme nous avons déjà soumis les catholiques depuis Vatican II, avec le pape François, qui est jamais qu'un VRP du droit de l'homme. Hein. Et là, on acceptera que vous restiez. C'est-à-dire, soumettez-vous à notre puissance et à notre autorité. Et la puissance de qui? Que représente Zemmour, excusez-moi? Pour qui roule-t-il aujourd'hui? On a découvert hier, comme j'annonce depuis des mois, qu'il ne roule même pas pour le Front National. Je me moque du Front National. Donc C'est Marine pas Le mon Pen sujet, le Front National. Ce n'est pas mon sujet. Je suis dans le diagnostic, je ne suis pas dans l'opération mais partisane. vous parlez effectivement de Florian Philippot et de son élève docile, Marine Le Pen. Vous en parlez clairement. C'est la réalité. Je crois qu'elle se trompe de combat. Je crois qu'elle a 25 ans de retard. Hein, il a dit que Marine était une gauchiste et une imbécile. Hein, il roule pour qui? Il roule pour le candidat le plus sioniste de tous qu'ils essaient de faire revenir, qui est Sarkozy. Parce que même les sionistes ont peur de Juppé, parce que Juppé c'est le candidat des Américains, et il est possible que Trump gagne demain, vous voyez. Donc, et Trump, il n'a peut-être pas forcément envie de continuer sur la même ligne, ni aux conservatrices, où ils viennent d'allouer un budget à Israël de, je ne sais pas combien de milliards. Je rappelle que Israël est un État entièrement terroriste et parasite. C'est le pire exemple pour la terre entière. Et je rappelle que gérer la France à l'israélienne, c'est la guerre civile depuis 1948, c'est le risque d'être assassiné dans un abribus, vous voyez, c'est le chaos permanent. Et des représentants politiques français prétendent nous dire que ça serait ça le modèle? Que ça serait Gaza et le phosphore blanc? Il est temps de se fâcher, messieurs, dames, et de prendre conscience de qui sont nos vrais ennemis, et d'avoir la virilité et l'intelligence de ne pas se tromper. Car je pense qu'il y a vraiment un problème en France d'immigration et de musulmans, c'est vrai, mais d'abord, ces gens ne sont pas venus comme des guerriers, je rappelle, on les a fait venir, comme tu l'as rappelé. On a fait tout pour qu'ils ne deviennent pas de bons Français. Rappelons-nous tout ce qu'on leur a appris les éducateurs trotskistes dans nos écoles depuis les années 70-80. Rappelons-nous le rôle mortifère de SOS Racisme de M. Julien Drey, et qui était derrière SOS Racisme? Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, les étudiants juifs de France. Hein. Il n'y a pas à se tromper aujourd'hui. Systématiquement, quand on tire sur la ficelle, c'est les mêmes qu'on voit derrière. Hein. Et M. Zemmour nous a appris récemment qu'il pratiquait, qu'il avait 2 frigos pour séparer le lait de la viande, et qu'il portait bien caché sous sa chemise une chaîne dorée où il y avait les rouleaux de la Torah. Alors moi, c'est là où je m'adresse aux identitaires et aux patriotes sérieux. Je suis tout à fait sérieusement convaincu que la France doit redevenir un pays chrétien, avec une religion officielle, hein, une religion d'État qui est le catholicisme, et avec donc, puisque les choses seront claires, des religions invitées, comme l'islam, car il est normal qu'un travailleur qu'on a fait venir de religion musulmane ait droit de pratiquer sa religion dans des lieux décents. C'est le minimum. Mais, dans une France qui s'appartient, avec des dirigeants français, patriotes et catholiques, on pourra gérer sainement la situation, comme Poutine la gère en ce moment. Car je vous rappelle que la vraie solution à la question islamique, c'est la solution corse, au niveau du quotidien immédiat, qui est pas mal, hein, on se fait respecter, hein.
Et puis sinon, d'un point de vue sérieux, la solution à la Poutine. Poutine, quand les Américains, au moment de la destruction de la Russie, de l'ex-URSS, se sont pris dans la gueule la question tchétchène, Poutine, il a réglé virilement la question tchétchène. Et puis après, il a donné les pleins pouvoirs au fils de Kadyrov. Il lui a dit, voilà, nous sommes un grand empire, nous sommes un empire multiethnique et multiconfessionnel, c'est un fait, comme la France aujourd'hui est un pays... C'est un fait historique, un pays multiconfessionnel, de la part de notre histoire coloniale et de la décolonisation. Hein. Mais nous devons gérer le problème intelligemment et sainement. Et regardez comment Poutine traite sa minorité musulmane en Russie. Il la respecte parfaitement. Ces musulmans sont des patriotes. Il leur a refait la plus belle mosquée possible à Moscou récemment. Et je rentre de Moscou récemment, invité par Poutine, comme vous le savez, malgré l'interdiction du CRIF. Hein, l'arrogance de M. Kuckerman qui a pris Poutine pour François Hollande, c'est d'avoir demandé officiellement que je ne sois pas invité. 15 jours après, j'étais invité, je vous signale. Donc, effectivement, regardons du côté d'un vrai chef d'État patriote et qui a redressé son pays malgré la malfaisance de toujours des mêmes forces. N'oubliez pas que les oligarques russes n'étaient pas que russes. C'était tous des pharisiens qui travaillaient avec la finance américaine et qui ont fait sombrer la Russie au moment de l'effondrement de l'URSS dans un tel chaos que l'espérance de vie russe moyenne était descendue à 52 ans. N'oublions jamais la cruauté totalement inhumaine de ces gens qui nous traitent dans leurs écrits religieux comme des animaux. Est-ce que vous rejetez le Talmud qui tient les non-juifs pour des bêtes? Est-ce que vous rejetez le Talmud qui tient les non-juifs pour des bêtes? Est-ce que vous le rejetez? Non mais qu'est-ce que vous répondez à cette question. Je ne vais pas vous répondre. Eh ben alors, c'est vous le premier. Nous sommes des animaux pour eux, n'oublions pas. Et qu'ils n'ont aucune limite dans la méchanceté, dans la cruauté et dans la perversité pour nous pousser au meurtre des uns des autres. Ce que fait Zemmour en ce moment. Normalement, ce qu'a fait Zemmour, de façon réitérée depuis plusieurs jours à la télévision, devrait lui valoir des procès d'UMRAP. Je n'ai rien entendu, je n'ai pas entendu de la LICRA qui me persécute. Je suis à plus de 30 procès par la LICRA, parce que je gère un mouvement qui s'appelle Égalité et Réconciliation, vous voyez. Mais Zemmour lui peut dire en gros qu'il faut pacifier les banlieues musulmanes au phosphore blanc, sur le modèle israélien, sans n'avoir aucun procès. Je n'ai pas vu, il ne s'est pas fait virer ni d'RTL, ni du Figaro. Il y a quand même quelque chose de pourri en France. Et je vois des crétins, j'espère qu'il n'y en a pas trop ici, applaudir à Zemmour en disant « voilà un grand Français qui va nous sauver ». Ce type est en train de nous mettre dans la guerre civile pour l'intérêt d'Israël et l'intérêt de sa communauté bien comprise. Je rappelle que c'est un Maghrébin qui est devenu français par le décret Crémieux. Vous relisez La Grande Peur des Bien-Pensants de Bernanos pour voir comment ça s'est passé en 1871. Donc c'est un professionnel de la trahison. Hein. C'est simplement un Maghrébin pharisien qui est en train de nous expliquer que nous devons ratonner demain les musulmans français. Voilà. Je pense qu'il est temps de se réveiller sur une situation de pré-guerre civile, et surtout, je ne le vois pas beaucoup parler d'ailleurs, notamment par exemple des migrants de Calais, j'en vois pas spécialement parler, ni de la responsabilité de la finance américaine sur le chaos qui, depuis 2008 de la finance mondiale et l'effondrement prochain du dollar, car quand même tout vient de là, hein, au départ, il ne faut pas oublier, ni du pourquoi de l'islam radical saoudien, qui est une stratégie globale comment dirais-je, des néoconservateurs américains, la main dans la main avec l'État d'Israël et ce qu'on appelle les Émirats, notamment Arabie Saoudite et Qatar. Je rappelle que ces problèmes qu'on a avec l'islam radical sont très récents et correspondent au moment où les Américains, après la disparition de l'ennemi communiste, ont décidé de fabriquer de toutes pièces un ennemi musulman, alors que nous n'avions pas de problème avec les musulmans depuis 2 siècles, alors que même nous les avions colonisés et humiliés un certain nombre de fois. Il faut quand même rappeler ce que c'est que l'histoire de ces 2 derniers siècles. Et comme par hasard, depuis que les néoconservateurs américains et israéliens ont besoin de cet islam radical pour justifier notamment une expansion et une domination régionale d'Israël, nous avons l'émergence de Daesh, par exemple, qui a commencé avec Al-Qaïda, dont on sait que quand on cherche derrière les sponsors, les financiers et les idéologues, on a systématiquement les mêmes, hein, systématiquement les mêmes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui même, ou hier, l'armée américaine a par erreur bombardé l'armée syrienne légitime, alors que Daesh est en train de perdre la partie. Daesh qui était entièrement une création occidentale, hein. On ne roule pas dans des 4x4 Toyota avec des armes flambant neuves, en étant juste des voyous de banlieue abrutis. Je connais parfaitement les types qu'on épingle à chaque fois, c'est des types qui ont un QI de 80, qui sont en général réislamisés depuis la semaine dernière, qui sont en général des bisexuels, drogués, alcooliques et délinquants sortant de prison. Enfin, on voit bien exactement dans ces stratégies de manipulation, ces choses-là existent aux États-Unis depuis les années 60. Hein. Voilà, donc on
on nous met en avant un ennemi qui a été sponsorisé, fabriqué et instrumentalisé de A à Z. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu un calendrier et un crescendo. On a eu Charlie, on a eu le Bataclan, on a eu Nice, et puis à la rentrée, on a le livre de Zemmour. Visiblement, ce type-là participe d'un calendrier qui nous échappe. Mais moi, je suis quand même assez lucide. Il n'aurait jamais pu dire ça avant les vacances. S'il peut le dire et que ça passe, c'est parce que les Français sont exaspérés par la crise économique, exaspérés par l'immigration incontrôlée, exaspérés par le fait qu'ils doivent effectivement s'excuser d'être français en permanence, exaspérés par la délinquance des banlieues, et exaspérés aussi par un islam visible et radical qui ne correspond absolument pas à un islam maghrébin traditionnel ou à l'islam des parents des années 60-70, mais un islam ultra-voyant sur le modèle saoudien, dont on sait que les Saoudiens travaillent la main dans la main avec les Américains et les Israéliens. Aujourd'hui, ce n'est même plus caché. Hein, voilà. Donc là, j'ai commencé par de la sociologie historique assez lente et neutre, et on arrive à la situation d'aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, on n'a plus beaucoup de temps pour réagir. C'est pour ça que je prends les risques que je prends aujourd'hui. J'ai déjà 6 mois de prison avec sursis sur la tête. J'ai 5 nouveaux procès qui ont été intentés dès la semaine dernière. Ça s'appelait la rentrée, toujours par les mêmes. Hein. L'État français a créé un truc qui s'appelle la DILCRA. C'est-à-dire qu'ils ont doté de 100 millions d'euros à une petite organisation dont le seul but est de me pourchasser en permanence et de m'emmerder en permanence pour m'empêcher de vous dire ce que je vous dis. Hein, voilà. Et nous avons effectivement un calendrier qui arrivent, là, qui sont les présidentielles. Nous avons effectivement ce problème des migrants qu'on veut dispatcher partout dans les villages de France. En fait, nous avons très très peu de marge de manœuvre pour comprendre que nous devons avoir un sursaut, mais que nous ne devons pas nous tromper sur ce sursaut. Parce qu'effectivement, c'est les deux choses à faire. Tous les Français sont exaspérés et sentent qu'il faut que ça change, etc. Mais le danger, c'est qu'on est en train, par les médias, par la manipulation, de les amener. Je voyais hier les commémorations pleurnichardes sur l'affaire de Nice. Alors, il y avait une demi-heure de télé, on donnait la parole aux gens. Mais ce que cache tout ça, c'est qu'on nous expliquait comment ça se fait que la sécurité a si mal marché, comment ça se fait que ce type pouvait conduire ce camion, comment ça se fait qu'il était bisexuel la semaine d'avant et islamiste radical 3 jours après, comment ça se fait qu'avant de partir dans cette opération au camion, il a envoyé 100 000 € à sa famille en Tunisie alors que c'est un précaire. Comment ça se fait que quand ça se passe au Bataclan, quand ça se passe à Charlie Hebdo ou à Nice, ce sont que des lieux entièrement contrôlés par Israël, hein, vous pouvez le vérifier. Pour ça, il y a Pananza aussi qui fait le boulot, et moi je fais ce boulot depuis des années. Je veux dire, il faut quand même, à un moment donné, avoir le courage d'admettre que nous sommes face à une manipulation terminale qui nous pousse au chaos, simplement pour que des gens qui sont responsables de toute la merde dans laquelle on est, dans lequel le monde est, hein, le monde complet, hein, ils sont en train d'essayer de se sauver, de maintenir leur pouvoir, en nous poussant à un bain de sang. Un bain de sang national au niveau de la guerre civile et un bain de sang mondial. Car là, on va encore rebondir un peu. Si Hillary Clinton est élue aux États-Unis, elle veut la bombe atomique sur l'Iran, par exemple. Et elle est folle, hystérique, et totalement dans la main des néoconservateurs, on va dire donc de l'État profond et du complexe militaro-américain et d'Israël. Et le petit espoir qu'on a, l'air de rien, c'est quand même qu'on a Trump, sorti de nulle part, qui, comme Charles Lindbergh à l'époque, est quand même un isolationniste, qui, comme je l'ai annoncé, va se faire traiter d'antisémite chaque jour un peu plus. Vous vérifiez, parce que le marqueur absolu de la résistance sérieuse, c'est se faire traiter d'antisémite. Hein. Et les gens qui résistent comme moi sur des valeurs qui sont les vraies valeurs, à la limite égalité, liberté, fraternité, parce que j'ai eu la bêtise d'y croire, sont persécutés très violemment, et persécutés par qui, hein, voilà. Donc je pense le temps est venu de la virilité et de l'honnêteté sans phare. On va arrêter de tourner autour du pot. On n'a pas le temps pour Michel Onfray. Il va y venir, mais il va mettre encore 3 ans de plus. Hein. Nous sommes aujourd'hui face à des gens qui sont prêts à nous sacrifier, à nous pousser au bain de sang pour maintenir leur pouvoir illégitime. Voilà, c'est ça ma conclusion. Et elle rejoint la conclusion qui fait que nous sommes ensemble, c'est que si on réfléchit à tout ce processus d'accélération à la fois technicienne et bancaire qu'on a appelé la Renaissance a succédé à quelle période ? À une période qu'on nous présente comme une période un peu obscure, mais qu'on appelle en fait la période chrétienne, hein, la période, le Moyen-Âge chrétien. Et en fait, les récentistes notamment, qui est un sujet intéressant, pensent que c'est une époque qui n'a peut-être pas existé parce qu'elle a duré 1000 ans de façon assez stable. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que dans cette cité de Dieu, qui respectait, je dirais, les lois du Christ,
au niveau du juste prix, au niveau de la production. Ça rejoint un peu ton histoire de catholicisme social. C'était une société de temps lent, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne se passait pas grand-chose, parce que quand il se passe beaucoup de choses, c'est mauvais signe. Les sociétés d'accélération sont des sociétés de déséquilibre. Et au bout du déséquilibre, il y a ce que les traditionalistes appellent le Kali Yuga, l'âge sombre. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Et effectivement, ce désir de réenracinement, ce désir de refaire la différence entre travail et production, ce désir d'échelle humaine, correspond à ce qu'on appelle la cité de Dieu, c'est-à-dire à la vision chrétienne du monde, et à une vision qui est du temps des cathédrales, qui sont les plus belles créations qu'on ait jamais faites, et elles n'ont pas été faites sous la Renaissance, hein, elles ont été faites avant. La période des monastères, la période des abbayes, où un type comme... Où on nous fait croire effectivement que ces gens-là n'avaient pas le contact avec l'intelligence gréco-romaine, ce qui est d'ailleurs le mensonge d'un franc-maçon mort récemment qui s'appelait Umberto Eco. C'est le film abject qui s'appelle Le nom de la rose, hein, qui est une escroquerie intégrale. Oui, ces gens avaient connaissance des classiques et des latins. Hein, Saint-Augustin avait fait la jonction depuis longtemps d'un point de vue théologique. Et effectivement, c'était des sociétés d'équilibre et de temps lent. C'était des sociétés d'harmonie. Et comme par hasard, ces sociétés sont diabolisées aujourd'hui au nom de la Renaissance qui amène aux droits de l'homme, à la Révolution française, et à ces sociétés dont les marqueurs, comme je le fais remarquer, sont des guerres de masse de plus en plus importantes. Sous l'Ancien Régime, les paysans ne faisaient pas la guerre, que les nobles la faisaient, et les mercenaires, les guerriers professionnels. La Révolution française a amené la conscription, c'est-à-dire les boucheries de ces guerres qui ont amené des boucheries populaires, hein, avec des échelles qui vont de façon exponentielle. Ça commence avec les guerres napoléoniennes, et puis après on est arrivé à 20 millions de morts, 50 millions de morts, et la prochaine, ça sera combien ? Hein, celle qu'on nous prépare là. Hein, voilà. Donc, pour finir là-dessus, effectivement, quand on cherche des solutions à ce chaos à venir, moi j'ai été communiste, comme vous le savez, je suis pas totalement anti-républicain, parce qu'il y a des républicains que j'aime bien, mais je redécouvre effectivement, avec Marion Sigaud, tout le mensonge qu'on a dit sur l'Ancien Régime et la société de ce qu'on appelle la théocratie, la monarchie théocratique, et je redécouvre effectivement que c'est peut-être par là qu'il faut aller chercher en ce moment, comme solution d'avenir, pas comme retour au passé. De même que Charles Maurras, qui est le grand penseur pour moi avec Marx de ces 2 derniers siècles, était à la fois royaliste et catholique, sans être noble et sans croire en Dieu. Pour des raisons dialectiques, et non pas pour des raisons de refus réactionnaire de la période républicaine et démocratique, mais pour analyser les contradictions et les mensonges de ce siècle et demi de république et de démocratie. Et aujourd'hui, je me pose effectivement toutes ces questions. Le réenracinement, la question de ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire la cité de Dieu, par rapport à la fuite en avant permanente de l'idéologie maçonnique, et effectivement la nécessité d'une religion d'État, le catholicisme, qui est une religion française, profondément française, et avec ses fondamentaux retrouvés, une intégration sans doute possible et harmonieuse des Français de souche récente, et aussi la discussion très très honnête et très saine de la remigration dans l'honneur et dans le respect. Parce qu'effectivement, on voit bien que quand on fait partir tous les mâles les mâles de 20 ans de certaines régions, qui partent sans leurs femmes, sans leurs parents, sans leurs enfants, c'est parce qu'on vide de régions qu'on veut soumettre des guerriers potentiels et des résistants potentiels, parce que ne résistent guerrièrement que les gens de 20 ans. Et on remarquera que souvent la carte où on fait fuir ces gens de force correspond peut-être au Grand Israël, c'est-à-dire à un pays qui sait qu'il n'est viable que s'il s'étend, et qu'il ne peut s'étendre qu'en prétendant nous protéger du berceau du terrorisme mondial, vous voyez ? Comprenez toute cette dialectique. Hein ? N'oubliez pas que la devise d'une certaine officine, c'est « par la ruse, nous triompherons hein ». Voilà, il y a dans les sociétés traditionnelles, effectivement, il y a le guerrier, le prêtre et le travailleur, mais il y a des sociétés qui ont développé uniquement le langage, le verbe, le livre, hein, c'est-à-dire la dialectique, c'est-à-dire le mensonge, hein, voilà, et qui domine par le mensonge. Voilà. Il est temps, effectivement, d'apprendre à s'émanciper du mensonge. Pour ça, j'ai des bonnes lectures, notamment un livre de Schopenhauer qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », qui est en fait une approche matérialiste de la logique talmudique. Hein, voilà. Mais c'est pas en sous-titre, mais ça revient à ça. Je vous engage à le lire, c'est très instructif. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci.